Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscoop. Soyez les bienvenus sur El Maralbia. Merci pour votre fidélité. Ce soir encore, ça revient souvent dans l'actualité puisque c'est un mot qui fait partie souvent de toutes ces actualités qui concernent le quotidien et la vie des Algériens et des Algériennes. Ce soir, on va parler de démocratie, on va parler de liberté d'expression et on va parler notamment de médias. Nous allons revenir avec nos invités sur ce qu'avait annoncé. On va revenir sur ce projet de loi concernant la presse lors de l'un des derniers conseils des ministres. Voilà ce qu'avait annoncé et mis en avant le président Abdelmadjid Tebboune, notamment sur ce projet de loi sur la presse écrite et électronique. Le président a mis en avant donc l'importance d'une organisation plus complète de la presse écrite et électronique à travers donc cette loi en vue de l'éloigner de toute forme d'exploitation. Il parle d'exploitation, on va essayer de comprendre ce soir de quoi il s'agit, outre la déclaration des sources de financement. Abdelmadjid Tebboune a affirmé que les mécanismes prévus par le projet de loi sur la presse écrite et la presse électronique reposent sur une logique de protection des journalistes. Voilà un mot qui va faire du bien aux journalistes, mais on va en parler ce soir. De quoi s'agit-il? Et puis surtout, est-ce que c'est la réalité? Protection des journalistes et vise à développer le secteur de l'information. Un mot aussi fort, le développement de ce secteur de l'information qui aujourd'hui peine en Algérie, notamment les journalistes qui ont beaucoup de difficultés à s'exprimer, à faire de l'investigation, à annoncer aussi parfois des informations en avant. Parfois, ils mettent en jeu leur presse ou leur péril. On va y revenir. Et puis, Abdelmadjid Tebboune qui a aussi ordonné le regroupement des sociétés d'impression publique dans le cadre d'un nouveau plan de gestion prévoyant de placer ces sociétés sous la tutelle d'un seul établissement, dit-il, qui pourrait être dénommé Société nationale d'impression. On reviendra sur l'ANEP, l'Agence nationale d'édition et de publicité en Algérie, qui est l'organe gouvernemental chargé de la distribution de la publicité institutionnelle utilisée pour récompenser ou sanctionner le contenu éditorial. On va se poser cette question. Elle est importante, cette question autour du financement. Voilà ce qu'avait annoncé Redouane Boudjema, professeur à la faculté des sciences de l'information et de la communication d'Alger. Voilà ce qu'il dit. L'affaire de la fermeture de Liberté qui a fermé ses portes, ses impressions il y a quelques semaines maintenant. Il dit clairement que cette fermeture de Liberté renseigne aussi bien sur la nature du système politique que sur la vulnérabilité de la presse et la précarité du métier de journaliste. Il remet ici aussi en cause et en exergue les financements. Est-ce que, notamment en Algérie, une presse est-elle en position de force lorsqu'elle est financée notamment par le régime? Ce sont des questions que nous allons nous poser. Et puis une question importante, est-ce que fut une époque, la presse en Algérie a connu ses beaux jours, notamment dans les années 89-90, où il y a cette presse indépendante qui est née, voire peut-être n'est qu'une illusion, point d'interrogation. Est-ce qu'on peut parler de liberté de ton ou liberté d'expression? Nos invités, donc le titre de l'émission qui est déjà, d'ores et déjà affiché. Merci Karim. Algérie 2. Une presse, des médias, donc audiovisuels, télé, radio, entre information, bien évidemment, ou parfois abrutissement, puisqu'il y a aussi ces presses qui en Algérie relaient des informations peut-être pour entre guillemets, c'est la question qu'on peut se poser pour fausser, abrutir les téléspectateurs et les téléspectatrices. Avec nous pour en parler, Yahya Mriouba, bonsoir, militant en politique, journaliste, homme de presse. Bienvenue Yahya Mriouba. Merci, bonsoir, merci pour l'invitation. C'est moi qui vous remercie. Anis El-Kama, bonsoir, psychologue, militant, analyste politique. Bonsoir Anis. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir de travailler avec vous, avec mon ami Yahya Mriouba, et je salue toute l'équipe et tous ceux qui nous regardent à travers le Maralbia. Merci à tous les deux. Dans quelques instants, on écoutera notamment on regardera ensemble et on écoutera via ce reportage de l'ENTV, l'ENTV donc qui représente toutes les chaînes nationales de télévision algérienne. On écoutera donc ces journalistes qui rejoignent, qui sont tous et qui vont tous dans le même sens, qui rejoignent
ce projet de loi dont nous parle le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, qui irait dans le sens de la protection de l'aide au développement. On l'écoutera dans quelques instants. Mais première question assez simple à mes deux invités pour commencer. Comment vous pourriez définir, Yahya Mriouba, on va commencer par vous, en 2 petites minutes peut-être dans les grandes lignes, comment vous pourriez définir la presse écrite audiovisuelle en Algérie? Tout d'abord, bonsoir. Merci pour l'invitation. Bonsoir à vous et à vos téléspectateurs et à M. Anis Al-Kaba, que j'apprécie beaucoup. La presse audiovisuelle ou la presse écrite, c'est une presse en Algérie qui n'échappe pas à la clochardisation générale de tout ce qu'il y a en relation avec la politique ou avec l'économie ou même le sport. Donc c'est une presse clochardisée comme la politique l'est aujourd'hui. Malheureusement, on a vu il y a 2-3 jours un épisode sportif avec l'entraîneur national de football qui n'a pas accepté le fait qu'un journaliste lui pose une question sur son salaire et sur la divulgation de son salaire par l'ancien président de la FAF. Il a réagi d'une manière très déplacée. Et ce n'est pas la première fois que le sélectionneur national réagit ainsi à des questions un peu gênantes. Donc, ce n'est pas pour tirer sur Belmadi, bien au contraire, j'apprécie beaucoup son travail et ses qualités d'entraîneur, mais il renseigne un petit peu sur la qualité de l'homme politique ou l'homme médiatique algérien, qu'il soit politique ou sportif, qui n'accepte pas la critique. Quand on lui pose des questions sur le volet technique, il n'accepte pas. Sur la forme de tel ou tel joueur, il n'accepte pas. Sur le choix tactique, il n'accepte pas. Et quand on lui pose une question sur son salaire, il ne l'accepte pas. C'est à peu près la même chose en politique. On est dans le déni de la critique, on est dans le déni de vouloir donner l'information à la population. Et surtout concernant la presse, on est dans l'absence de solidarité corporative. C'est-à-dire que ce n'est pas la première fois qu'un journaliste, par exemple, est traité ainsi par Belmadi. Si je prends juste la personne de Belmadi, je n'en fais pas une fixation. Mais à aucun moment, on a vu une solidarité journalistique des journalistes présents lors de ces conférences de presse quand l'un de leurs confrères a été insulté. La dernière fois, c'est un journaliste sportif qui a été insulté par le même Belmadi pour sa forme physique et pour son physique, ce qui est en France interdit. Par exemple, Belmadi, en France, n'aurait jamais traité un journaliste ou n'aurait jamais insulté sur son physique. Donc, on est dans le non-droit et dans la clochardisation du média, on est dans la clochardisation du politique, on est dans la clochardisation du métier de presse et on est dans la clochardisation de toute information véridique, véritable et vérifiée. On va essayer il y a 2-3 jours aussi, on nous donne des statistiques économiques dans la presse algérienne, comme quoi l'économie algérienne est plus performante que l'économie française et portugaise. C'est un ensemble, c'est la médiocrité régnante. Malheureusement, notre pays, que ce soit gouvernant, presse, politique, nous sommes dans une régression qui m'écoeure personnellement. Merci Yahya Mriouba. On va essayer aussi de comprendre les conséquences, mais surtout les causes de ces éléments que vous venez de nous donner. Anis Al-Kaba, même question. Comment vous pourriez définir dans les grandes lignes cette presse, notamment en Algérie, à tout point de vue? D'être une presse clochardisée et affidée à travers les deniers de la NEP et à travers tout le système mafieux, entre guillemets, de la NEP, c'est une presse aux ordres. Donc c'est l'opium et la carotte et le bâton. C'est soit vous marchez dans notre sens, dans le sens du régime de la dictature militaire algérienne, et vous recevez l'argent de la publicité de la NEP, puisqu'elle est centralisée au niveau de la NEP, donc la vanne, ils la ferment ou ils l'ouvrent comme ils veulent. On a bien vu que El Watan bien sûr, qui est un journal qui a été proche du régime, s'est vu, après avoir publié un article sur El Gaïd Saleh et ses enfants, fermer les portes de la NEP et de la publicité de la NEP. Ils peuvent asphyxier n'importe quel média, en tout cas média écrit, de cette manière. Quand on rajoute en plus de cela la crise systémique que vit la presse écrite à travers le monde, il est très facile de faire chanter la presse écrite par ce système-là de
de dépendance par rapport à la NEP qui est elle-même rattachée au système en place. Je vais juste vous donner un chiffre. C'est le dernier rapport de Reporters sans frontières. Bien sûr que lorsque je vais dire ça, Tebboune va rétorquer et dire que Reporters sans frontières est présidé, selon lui, il l'avait dit dans un de ses discours, par un nostalgique de l'Algérie française qui s'appelle Robert Ménard, qui est un triste personnage d'extrême droite française. En réalité, Robert Ménard, il a été aux commandes, ou en tout cas dirigeant de Reporters sans frontières qu'une très courte période, il y a bien longtemps. Et ça, Tebboune oublie de le mentionner ou bien ne le sait tout simplement pas. Bref, je ferme la parenthèse. Donc, Reporters sans frontières, qui est quand même une organisation intéressante, même si elle a eu comme président un triste personnage, mais ça n'enlève pas que les autres journalistes sont très compétents et très intègres, et loin d'être d'extrême droite, a classé l'Algérie 134e dans son dernier classement de 2022. Des dires des journalistes, je regardais tout à l'heure l'excellente émission avec Linda Abou sur Radio M, l'un des derniers îlots de liberté d'expression en Algérie qui est Radio M, des journalistes qui ont travaillé dans les années 70, qui ont abordé ce sujet bien sûr, qui n'ont jamais vu autant de pression, autant de pression de la part du régime politique. Et on l'a bien vu avec des journaux, comme je vous l'ai dit, qui étaient proches du régime, comme le Watan, ou bien comme Chorour. Chorour s'est vu récemment de faire convoquer un des journalistes parce qu'il a parlé tout simplement d'une quantité de dates qui n'ont pas été acceptées en France. C'est complètement délirant, alors que je dirais pas que c'est à classer dans les faits divers, c'est quand même un événement important, mais ce n'est pas Wikileaks. C'est juste des dates qui n'ont pas été acceptées pour des raisons sanitaires. On aurait pu en parler, en faire à la limite un sujet dans le journal et puis rectifier cette erreur-là. Mais Erzig, donc le ministre du Commerce, a porté plainte et donc ce journaliste-là s'est vu maintenant convoqué par la police et je crois même qu'il est en prison. Donc, tout à fait. Tout à fait. Donc, juste, je vais finir sur ça. La situation de la liberté de la presse en Algérie, des dires des journalistes, et je n'en fais pas partie, je suis à la limite un blogueur politique, est pire que dans les années 70, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu autant de pression qu'actuellement. Merci, restez avec nous. On va se poser cette question justement, est-ce que du temps notamment d'Abdelaziz Bouteflika, est-ce que les presses, elles étaient un peu plus libres, elles pouvaient s'exprimer un peu plus facilement, critiquer, apporter des analyses plus facilement. On va regarder ensemble ici ce reportage donc de l'ENTV qui revient notamment sur ce projet de loi concernant la presse écrite, entre autres, pas que la presse électronique, la presse audiovisuelle. Et on se retrouve tout de suite après. رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون وبعد عرض مشروع قانون الصحافة المكتوبة والإلكترونية وجه بضرورة تنظيم أشمل لهذا المجال لإبعاد الوسائل الإعلامية والصحفيين عن كل أشكال الاستغلال. وقوف الحكومة عند هذا أو مجلس الوزراء عند تنظيم الحزمة القانونية للمهنة أنه يساهم في تطوير هذه المهنة وأن هذه المهنة تعود لأهلها ويعاد الاعتبار لها وللمهنيين أيضا. الحكومة لديها نية خالصة من أجل تنظيم القطاع وهو ما ذهب إليه اليوم مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم. نعم للصحافة الإلكترونية ولكن بشكل مهني، بشكل أنا أواجه التحديات السبريانية ولكن ليس بشكل عشوائي. الصحافة الإلكترونية هي الأخرى كانت محل دراسة لسن قوانين جديدة تعمل على ضبط هذه المهنة، تأطيرها وترقيتها مع حماية الصحفيين ومنحهم حقوقهم في كنف التحلي بالاحترافية والمسؤولية. نثمن قرار السيد رئيس الجمهورية ومساعي الدولة من أجل تطوير الصحافة الإلكترونية والاهتمام بالصحف الإلكتروني. هذه الخطوة جاءت لاستجابة لتطلعات مهنية للقطاع، لأنه في العديد من المرات نادينا بهذه الأمور، كانت دائما ننادي من أجل هذه. اليوم السلطة الجزائرية استجابت لنا والحمد لله. لولا الإرادة السياسية للسيد رئيس الجمهورية الذي تبنى منذ خطاب تنصيبه الصحافة الإلكترونية وأصر في عديد المناسبات على ضرورة حمايتها وضرورة تقنينها، ربما لما تحقق لأنه ما تحقق لم يأتي من فراغ.
تجميع شركات الطباعة العمومية ضمن مخطط تسيير جديد وتحت وصاية مؤسسة واحدة هو ما أمر به السيد الرئيس، وهي النقطة التي تعد مكسبا جديدا للقطاع. De retour sur le plateau de Microscope avec nos invités. On revient sur la presse en général, notamment avec ce reportage que vous venez d'écouter signé l'ENTV, où on a ses confrères et collègues analystes, aussi journalistes qui s'expriment et qui vont dans le sens du président Abdelmadjid Tebboune sur cette loi relative à la protection, au développement, notamment de la presse. Yahya Mriouba, je reviens à vous. Vous allez pouvoir vous exprimer donc sur ce que vous avez entendu. Et en même temps, j'ai envie aussi de vous entendre tous les deux, peut-être un tout petit retour en arrière. Le président Tebboune qui exige discipline et confidentialité dans la gestion des affaires de l'État. Voilà, aujourd'hui avec Abdelmadjid Tebboune, selon la présidence, aucun média ne s'aventure à spéculer sur les noms des partants et des arrivants. Gouvernement, Wali entre autres confondus. Fini le temps des fausses et vraies rumeurs où un journal électronique et une chaîne de TV, par exemple bien connue, avaient la liste transmise par le palais 48 heures avant, par exemple. Et puis aussi, j'aimerais aussi avoir votre avis, puisque c'est lié à la liberté aussi d'expression à un autre niveau, à la démocratie, sur le fait que Abdelmadjid Tebboune a insisté sur l'audition des membres du gouvernement dans tous les domaines, à l'exception notamment de la défense nationale et des secrets d'État dans les relations extérieures. Droit de réserve oblige. Yahya Mriouba, c'est à vous. Alors, moi, j'aimerais bien parler d'un mot qui a été dit par un des journalistes qui a parlé au début du reportage de l'NTV concernant le chantage. Il faut savoir que, qu'on soit d'accord ou pas avec ce régime, l'exercice du chantage a toujours existé, et surtout ces 10 dernières années, dans la presse algérienne. Et ça, c'est un exercice malheureux et qui fait suite à une clochardisation de la vie sociale des journalistes qui ne peuvent plus vivre de leur salaire, malheureusement. Un journaliste aujourd'hui qui touche 20 000, 30 000 ou 40 000 dinars ne peut pas subvenir malheureusement à la vie, aux besoins sociaux de sa famille, en plus de la pression politique et sécuritaire, et en plus de la clochardisation générale dont on parlait tout à l'heure. Beaucoup de journalistes, ou d'apprentis journalistes, ont exercé ce genre de choses sur surtout des hommes d'affaires dans les 4 coins du pays. On a vu même un exercice de chantage qui est relaté aujourd'hui par l'opposition algérienne à l'étranger, qui relate les chantages d'un ex-maître chanteur journaliste à Oran dans des live vidéo faisant en sorte de faire de l'opposition. Donc cette pratique-là existe en Algérie. Elle existe même de la part de beaucoup de blogueurs, de beaucoup de youtubeurs qui ont été placés à la tête du Irak malheureusement, qui ont exercé du chantage en 2017 et en 2018, même en 2019, contre des généraux, contre des hommes d'affaires. Vu la faiblesse de ces responsables-là par le fait qu'ils soient corrompus dans leur travail, que ce soit et dans leur mission militaire ou civile, et aussi par le manque de vérité, le manque de professionnalisme, le manque de liberté légale dont jouit la presse publique et privée, parce que dans un pays normal, ce genre d'informations vérifiées aurait eu sa place dans le journal télé du 20h de l'ENTV, dans les journaux télé de toutes les chaînes privées en Algérie et dans les journaux écrits et la presse électronique algérienne. C'est ce manque d'informations, ce manque de liberté d'exercer pour les journalistes qui a fait que des maîtres chanteurs ont existé en Algérie et en Europe, malheureusement, et c'est ce qui a fait, à mon avis et à mon humble avis, ternir l'image de la politique chez nous et a fait ternir aussi l'image du militantisme. Deuxième point, vous parliez du devoir de réserve par rapport aux affaires sécuritaires et de défense. Il y a quelques jours, Tebboune déclare que les députés avaient le droit de demander toutes les questions et de questionner tous les ministres concernant tous les sujets, sauf la défense, les affaires étrangères et les affaires intérieures. Mais il se trouve que de table et du sucre l'année passée, et cette mission parlementaire
d'un Parlement quand on ne reconnaît pas, dont la légitimité est très contestée. Mais cette mission parlementaire, comme par hasard, ou par sursaut d'orgueil, a fait un excellent travail d'enquête sur le terrain et a pointé les responsabilités des pénuries qu'a connu notre pays fin 2021, début 2022, au département de M. Zik. Sachant que M. Zik a refusé de répondre à la convocation de cette mission d'enquête parlementaire, et M. Zik ne s'est jamais soumis aux conclusions qui le mettaient lui et son département en tant que premier responsable par rapport à ces égarements de gestion, et M. Zik s'est vu renouveler son mandat dans le nouveau gouvernement de Tebboune. Donc ça sert à quoi d'avoir des députés ou des journalistes qui puissent faire un travail quelque part sérieux, alors que des ministres qui sont pointés du doigt par des députés qui sont censés être élus du peuple et avoir une légitimité parlementaire, qui pointent du doigt un ministère, et ce ministre-là ne se présente pas à la commission d'enquête et n'est pas obligé de démissionner et n'est pas remplacé par le chef de l'État qu'il a désigné. Donc, le devoir de réserve concernant la défense ne veut rien dire, parce que même le ministère du Commerce, qui n'est pas un ministère de souveraineté, ne se voit pas soumettre aux règles de la politique, aux règles du contrôle parlementaire, encore moins aux règles du contrôle de presse. Donc, c'est pour ça la dernière fois, j'ai parlé de la dissolution du multipartisme et du retour au parti unique. C'est pour vous dire que dans cette logique-là, il ne sert plus à rien d'avoir une presse écrite. Il ne sert plus à rien d'avoir un multipartisme, parce qu'on est retourné avec ce régime-là, malheureusement, aux méandres et aux obscurités des pratiques ancestrales du parti unique. C'est-à-dire que même, comme disait M. Khama tout à l'heure, même les journalistes qui travaillent aujourd'hui, qui est le dernier rempart malheureusement de la presse libre Radio M, qui ont déjà exercé dans les années 60-70, ne se sont jamais vus exercer le métier dans un climat politique et sécuritaire pareil. Pourquoi ? Parce que le régime, il ne faut pas l'oublier, a été complètement ébranlé par le mouvement politique populaire pacifique qui s'appelle Hirak. Il a été ébranlé dans son existence, il a été ébranlé dans son fonctionnement. Et Doula Madaniya Maji Askaria, c'est un slogan qui n'a que nos généraux décideurs, et je parle de généraux décideurs, c'est-à-dire que les généraux qui ont entre leurs mains la décision politique, ne se sont jamais imaginés affronter un jour. Et bien, je reviens à vous. En 2019, en 2020, face à une population pacifique, merci. Malheureusement, l'opposition algérienne n'a pas été à la hauteur pour donner un sens politique à ces revendications. Je reviens à vous. Il nous reste encore pas mal de temps. Je reviens à vous, Yahya Mkhriouben. On va écouter ici Abdelmajid Tebboune qui, clairement, eh bien, il dit clairement, je suis pour la liberté d'expression. Il souhaite bien évidemment qu'il y ait une liberté d'expression. Il est néanmoins contre la diffamation. On va essayer de comprendre aussi ce que ça veut dire avec nos invités. أنا وعدت بالحرية المطلقة للإعلام إلا ما يتناقض مع القوانين ومع الأخلاقيات تاع المهنة وتقاليدنا. هذا ما كان الشيء الآخر راه حر باش وقلت نحارب بشراسة الأكاذيب تشويه تجريح et les fake news. Voilà, on entend ici Abdelmajid Tebboune, président de la République algérienne. Il est pour la liberté d'expression, il soutient, il est contre la diffamation. Mais un cas d'école dernièrement, et malheureusement le journaliste est derrière les barreaux. El Chourouk, le journaliste qui a informé tout simplement en disant qu'il y avait ces produits de consommation, donc des dates qui ont été rejetées notamment par la France, en tout cas par un certain nombre de pays européens, parce qu'il y avait notamment certains problèmes de composants à l'intérieur, et il s'est retrouvé derrière les barreaux, donc il y a une contradiction. Anis El Khama, vous pouvez réagir bien évidemment sur ce qu'on vient d'entendre émanant d'Abdelmajid Tebboune, et puis aussi sur le reportage de la NTV avec cette loi, le développement, et puis un peu les deux éléments que je vous ai donnés aussi. On a Abdelmajid Tebboune qui dit que tout le monde sera entendu sauf le domaine de la défense pour protéger le pays. Secret d'État, est-ce une raison? Et puis il dit aussi
aussi attention, confidentialité dans les affaires et dans la gestion des affaires de l'État, terminer les presses qui pourraient annoncer, sachant pour terminer que justement, si par exemple on prend certains pays d'Europe comme la France, avant un remaniement, avant la nomination d'un Premier ministre, toutes les presses essayent d'aller chercher l'information en avant-première et commencent déjà quelques jours avant d'en débattre sur les plateaux télé pour dire est-ce que c'est lui, c'est pas lui, etc. Donc c'est plutôt même positif pour éveiller un peu les consciences. C'est pas le cas pour le président Tebboune. Vous avez la parole. Alors tout cela me rappelle le fameux slogan au temps de Boumedienne qui est la démocratie responsable. Donc on est en démocratie, mais quand même, voilà, n'allez pas trop loin, soyez responsable entre guillemets. Tout cela est délirant, tout cela est kafkaïen, tout cela n'a pas de sens. La liberté, la seule limite de la liberté, bien sûr, c'est ne pas agresser autrui, ne pas porter atteinte à quelqu'un, ne pas diffamer non plus. Et encore, dans certains cas de diffamation, on l'a vu dans beaucoup de pays réellement développés et réellement démocratiques, lorsque c'est fait par un journaliste ou par un lanceur d'alerte ou un blogueur, les juges ont tendance à relaxer parce que, au nom de la liberté d'expression. Dans les vrais pays démocratiques, avec une tradition démocratique, le pouvoir des journalistes, des médias, est un quatrième pouvoir, est un réel pouvoir. Il est totalement indépendant de tous les autres pouvoirs. En Algérie, le journalisme, malheureusement, dans la majeure partie des cas, à cause de tout, je ne vais pas répéter ce qu'a dit Yahya, il a très bien expliqué, c'est à cause aussi de la paupérisation, bien sûr, de la vie des journalistes qui est très difficile, des pays très faibles qu'ils ont. On les pousse à devenir une courroie, on les pousse à devenir une émanation de la guerre des clans. Et on les utilise pour pouvoir attaquer quelqu'un, avoir un dossier sur quelqu'un, et ils se retrouvent ballottés dans la guerre des clans. Qu'est-ce que le réel journalisme? Qu'est-ce que la réelle presse? Qu'est-ce que le média? C'est un pouvoir qui est totalement indépendant des autres, comme je l'ai dit. L'exemple du Watergate aux États-Unis dans les années 70, lorsque des collaborateurs de Nixon avaient espionné le Parti démocrate en faisant semblant qu'il y ait eu un cambriolage au sein de l'immeuble Watergate, donc du Parti démocrate. Eh bien, ça a poussé à la démission du président de la plus grande puissance militaire au monde. C'est-à-dire que le travail de journaliste, réellement, le journaliste doit pouvoir faire son travail et investiguer dans n'importe quel champ de la politique du pays dans lequel, et même pas dans son pays, même à l'international. On l'a vu avec la collaboration de milliers de journalistes, ce que ça a donné, le magnifique travail de Panama Papers, où il y avait notamment la journaliste française Élise Lucet qui fait un travail formidable de médias et de lanceurs d'alerte. Et ben, ces personnes n'ont pas fini en prison, alors qu'ils ont démembré tout un système de blanchiment d'argent et de mafia qui concerne des têtes couronnées, des présidents, des ministres. Et ces personnes-là, au contraire, elles sont portées au nu, ils présentent des émissions à des heures de grandes écoutes. Ils sont devenus des journalistes vraiment de haut niveau parce qu'ils ont pu participer à l'élaboration d'une information de qualité et sourcée qui a pris plusieurs années avec la collaboration de médias de partout dans le monde. Donc il n'y a pas de limite à la liberté d'expression. En tout cas, les limites sont très très faibles, elles ne concernent que des appels à la violence ou des appels au génocide. En Algérie, on veut nous faire croire que non, le milieu des militaires, il ne faut pas toucher, ce milieu-là, non, etc. C'est très sensible. Tous les milieux, tout doit être abordé si on veut prétendre à ce qu'on soit une réelle démocratie. Malheureusement, actuellement, même les domaines les plus triviaux, même les domaines qui concernent des dates, peuvent vous emmener en prison. Même le fait de parler en tant que blogueur sur les réseaux sociaux, ce que je fais moi-même, fait en sorte que je suis signalé systématiquement. On a l'impression, Anis El-Khama, il vous reste encore du temps pour être aussi dans les mêmes temps de parole, vous et Yahya Mriouba. On a l'impression tout de même que en Algérie, aussi bien à la présidence, au gouvernement, au sein des autorités de l'armée, il y a une crainte. On a crainte des réseaux sociaux, on a crainte de la presse, et ce sont des sujets qui reviennent régulièrement pour
pour un pays. Il est rare de voir un État ou un pays se préoccuper autant de la presse, de la manière dont elle travaille, d'essayer un peu de parler des réseaux sociaux, de tenter de les accompagner, peut-être parfois aussi de les cloisonner. C'est quelque chose qui fait peur, qui peut déstabiliser demain un pouvoir. D'ailleurs, on dit que la presse, c'est le 4e pouvoir. Mais est-ce que l'État algérien a peur de sa presse? Est-ce qu'elle a peur de ses réseaux sociaux? Elle a peur de son peuple qui parfois est amené aussi à communiquer et puis à s'exprimer? C'est ça le journalisme. Ils ont absolument peur de tous les espaces de liberté, que cela soit dans la presse écrite, que cela soit dans la presse audiovisuelle, que cela soit de la part des blogueurs, dont modestement je fais partie, même si je ne suis pas le plus médiatisé, mais j'en fais partie quand même. J'ai rarement vu des pays dans le monde, des régimes qui dépensent autant d'argent pour pouvoir acheter en arabe on les appelle doubab électroniques, des bots, pour pouvoir signaler des personnes qui parlent sur les réseaux sociaux. C'est totalement délirant. Bien sûr qu'il y a d'autres pays qui le font, mais c'est des pays sous-développés où il n'y a absolument aucune démocratie. Il y a des personnes qui se sont retrouvées en prison à cause d'un post Facebook. Donc, alors, si un post Facebook vous emmène en prison, imaginez un travail d'investigation. Ils ne veulent pas, contrairement à ces effets d'annonce, qu'il y ait une once de liberté d'expression. Et quand il y a cette liberté d'expression-là, ils essayent de l'enfermer, de la cloisonner à travers ce système-là de signal, de restriction, de baisse aussi du débit de l'Internet. Ils ont une peur bleue de l'expression populaire parce qu'ils savent que cette expression-là populaire, c'est elle qui est capable de conscientiser le peuple dans son ensemble et d'amener les gens à s'exprimer dans la rue, et d'amener les gens à être davantage dans l'action politique. Merci Anis El-Khama. Je vais inviter mes collègues en régie à nous préparer. On va diffuser cette image. Vous allez voir qu'on est en août 2003, c'est Liberté. Et Liberté qui titre, bien sûr, entre guillemets, il faut lire l'article, mais voleur, point d'interrogation, point d'exclamation. Expliquez-vous, point d'exclamation entre guillemets, avec ces différentes têtes qui sont connues ici, qui sont aujourd'hui derrière les barreaux, qui sont aujourd'hui mêlées à des affaires notamment entre autres de corruption. Mais déjà, Liberté, on est en 2003, sous l'ère d'Abdelaziz Bouteflika qui était président à l'époque, des presses qui s'expriment. Yahya Mokhyouba, je vais profiter, vous êtes jeune, bien sûr, mais vous connaissez ce pays, vous connaissez aussi ces médias, cette presse. Est-ce qu'on peut dire que fut un temps en Algérie, il y avait tout de même une presse, entre guillemets une vraie presse, il y avait une liberté d'expression réelle ou une liberté de ton? Est-ce qu'on peut parler de ces belles années, des années glorieuses de la presse avec une autre ère, ou alors il y a toujours cette ANEP, ce financement qui était tout de même là à diriger, qui était d'ailleurs, je crois, dirigé à l'époque par un général. Vous êtes mieux placé que moi pour en parler. Alors, le jour où cette manchette de Liberté a apparu, j'étais encore en Algérie, en 2003. C'était l'année où j'avais quitté mon pays. Mais ce jour-là, j'étais encore à Alger. Et je me souviens avoir lu ce journal ce jour. Alors, si on peut parler d'une époque où la presse algérienne avait connu une épopée de liberté et une liberté d'exercer son métier d'une manière libre et indépendante, c'est plutôt l'époque 89-92, ou 89 plutôt jusqu'à décembre 91, février 92. À partir de janvier 92, il n'y avait plus de liberté de la presse, et surtout après la démission du gouvernement Hamrouch, qui avait exercé les réformes nécessaires pour que les journalistes à l'ENTV, à la radio algérienne, à l'APS, et que ces titres-là, Liberté, L'Ouatan, Le Soir d'Algérie, Le Khabar, etc., puissent voir le jour. C'était le gouvernement Hamrouch. Il faut lui rendre hommage. Il faut rendre hommage aussi aux réformateurs qui étaient autour de M. Hamrouch, qui ont su profiter du moment historique qui était le 5 octobre 88 pour exercer des réformes, pour exercer une ouverture politique au sein du régime. Après janvier 92, on ne peut pas parler de liberté de la presse. On a parlé du multipartisme
qui n'est pas démocratie, et une multitude de titres de journaux qui n'est pas une liberté de la presse aussi. On a toujours eu un multipartisme depuis 1992, mais est-ce qu'on a eu pour autant une démocratie en Algérie? Non. Et on a toujours eu une multitude de titres de presse arabophones et francophones depuis janvier ou février 1992, mais est-ce qu'on a eu pour autant une liberté de la presse? C'est pas vrai. Ce même journal Liberté, qui titrait en 2003 « Tous des voleurs », il n'y avait pas la photo de Mohamed Lamari. Il n'y avait pas la photo de Mohamed Median. Si on dit que Bouteflika était un voleur, bien sûr c'est un voleur. Shakib Khalil était un voleur, ou Yahya était des voleurs, bien sûr, et les autres. Ce même journal Liberté, je vous invite à faire, même les chercheurs qui font un travail de recherche sur le passé contemporain politique de notre pays, ce même journal Liberté, et El-Watan, et El-Khabar, et El-Shourouk, tous, sans exception, ont fait campagne pour Bouteflika et ont accepté des milliards de centimes pour faire campagne à Bouteflika en avril 1999. Moi, j'étais en Algérie, je faisais campagne pour le candidat Hussein Ahmed Allah yarhamou, de janvier 1999 à avril 1999. Liberté, El-Watan, El-Khabar, El-Shourouk et tous placardisaient leurs manchettes avec les photos de Bouteflika et à l'intérieur pendant 4 mois. Qui a payé ces journaux? Est-ce qu'on peut aujourd'hui dire que Liberté est un journal démocratique ou El-Watan est un journal qui a défendu la démocratie en Algérie? Non, je regrette. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu des journalistes qui ont exercé leur métier dans ces journaux. Oui, j'ai eu un ami qui a travaillé à El-Watan, qui est décédé là, Mustafa Etaoudia. J'ai toujours un ami qui est même directeur de rédaction Watan, qui est un ami qui était militant de gauche, un véritable démocrate. Je les connais, je les ai connus, je les connais personnellement pour ceux qui sont encore vivants. Mais les directions de ces journaux ont toujours fait le jeu depuis janvier 1992 des mafias au pouvoir, que ce soit des mafias militaires, Toufiq, Ismaël Ammari, Mohamed Lamari, etc., ou les mafias politiques ou civiles, Bouteflika ou Yahya, etc. Donc, la seule période où on a eu une véritable presse indépendante, où on a eu un véritable espace politique de liberté d'exercice des droits politiques, c'était 89-92. Depuis le coup d'État ou l'arrêt du processus électoral forcé par Nzad et consorts, on ne peut plus parler de liberté de la presse ni d'exercice démocratique. Il ne faut pas se mentir. La multitude des titres de presse ne veut pas dire liberté de la presse, comme la multitude des partis politiques ou le multipartisme ne veut pas dire démocratie. Merci, restez avec nous Yahya Riouba. Anis Al-Qama, la même question, en plus aussi, vous êtes un peu plus jeune si je ne me trompe pas, vous avez connu aussi la presse, vous l'avez lu lorsque vous étiez en Algérie, et puis ne pas oublier qu'il y a aussi ces quelques dizaines de chaînes de télé, de médias qui aujourd'hui sont toujours, enfin qui ont un statut étranger mais qui n'ont pas une autorisation officielle mais qui puissent exercer, qui émettent de l'Algérie. Est-ce que ne pas leur donner aussi cette autorisation officielle, c'est à un moment donné peut-être quelque part peut-être les brider, les museler d'une certaine manière pour ce que qui est un moindre dérapage et c'est terminé. Je crois qu'il y a Atlas TV qui en avait payé un peu aussi les conséquences entre autres. Comment vous l'avez connue cette presse aujourd'hui? Comment elle a évolué selon vous? Est-ce qu'on a eu la belle époque de la presse en Algérie? Alors, pour moi, il n'y a pas eu de belle époque ou de liberté d'expression en Algérie, tout simplement. Effectivement, moi je suis né en 89, mais je sais qu'entre 89 et 91, et dire des journalistes que je connais, qui sont mes amis, effectivement, il y a eu une période de récréation démocratique qui s'est arrêtée, bien sûr, janvier 92. Après, je vais être assez clair dans mes propos. Nous qui sommes militants politiques, qui sommes actifs sur les réseaux sociaux, Yahya et moi et tant d'autres, on porte en ce moment la responsabilité que nous n'avons pas choisie au début d'informer les gens. Et ça, c'est une responsabilité qui nous incombe finalement, qui incombe aux blogueurs. Sur le temps, on doit apprendre à sourcer des informations, on apprend comment on le fait, et on essaie de le faire autant que nous pouvons, car nous ne sommes pas des professionnels du métier, nous ne sommes pas payés pour ça. Mais je vous assure que énormément de gens sur les réseaux sociaux, les retours que j'ai sur ma page ou sur mon compte personnel me disent on ne croit plus
dans cette presse. Maintenant, si on veut s'informer, on essaie de voir s'il n'y a pas une page ou un blogueur ou une personne qui n'a pas partagé une information, parce que de toute façon, l'information qu'on trouve dans les médias est totalement à côté de la plaque. Soit elle est à côté de la plaque, soit on va parler je ne sais pas, d'un problème tout à fait banal de mobilier dans une APC quelque part en Algérie. On rentre pas dans les profondeurs. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'investigation, il n'y a pas de travail sérieux qui est fait. Donc, de mon vivant, non, je n'ai pas vu cette presse-là, je n'étais pas assez âgé pour pouvoir la lire. Certains journalistes posés, dans certains journaux, effectivement, Al-Watan ou Liberté, pouvaient parfois avoir un article ou deux, mais lorsqu'on regarde globalement tout ce qui a été fait, ce n'est pas à la hauteur de ce qu'on appelle une presse libre dans un État démocratique. C'est une presse qu'on a laissée relativement, ça a été un curseur qu'on a laissé relativement libre, un tout petit peu plus dans certaines périodes, un peu moins dans d'autres. Effectivement, même au temps de Bouteflika, certaines personnes pouvaient s'exprimer, mais il ne faut pas oublier que Benchiko a été en prison pendant 2 ans au temps de Bouteflika. Donc, non, je n'ai pas vu de presse libre. Il n'y a pas de presse libre en Algérie. Il n'y a pas de journalisme libre en Algérie. Ces effets d'annonce-là, moi, je n'y crois pas. Et effectivement, les gens, quand ils veulent s'informer maintenant, ils écoutent des youtubeurs, des blogueurs, etc., avec ce que cela a aussi de négatif. Merci Anis El Khama. On va écouter ici le ministre de la Communication, M. Bouslimani, qui est en attente justement de la presse algérienne, qui dit clairement qu'aujourd'hui l'Algérie est attaquée, notamment via le net, et il appelle à la presse notamment à contrer ces fausses informations et cette cyberattaque que peut et que subit l'Algérie aujourd'hui. المنتظر من الصحافة الوطنية ننتظر منها الكثير خاصة في الوقت الحالي وين الجزائر كما قلت راهي تتصدى لهجومات سيبرانية كثيرة. إذا رانا نشوفوا بعض الدول اللي راهي تسخر أموال باهظة لسوى ضرب والهجوم على الجزائر. Et voilà, et puis en live, j'ai donc un internaute qui m'écrit et qui me dit: les journalistes, notamment ceux de la presse indépendante, souffrent le martyre. Les journalistes d'El-Watan sont sans salaire depuis 7 mois, affamés et appauvrir. Je découvre en même temps les journalistes de la presse indépendante est l'arme du pouvoir. Voilà pour cet internaute qui nous écrit. Yahya Mariouba, je reviens à vous. Vous pouvez réagir bien évidemment sur tous ces différents éléments et sur ce que vous venez d'entendre de la part du ministre de la Communication, mais aussi une question, le financement. On sait qu'en Algérie, eh bien, qui dit presse aussi financement, on sait par exemple qu'en France que les presses en général, il y a 4-5 gros patrons qui possèdent les médias et les presses en France. On sent tout de même une certaine liberté, une certaine démocratie. Il y a les chaînes publiques, notamment en France avec la redevance, mais effectivement, il y a un travail qui est fait d'investigation et on sent tout de même une liberté. Les journalistes ne sont pas emprisonnés. Je voudrais revenir avec vous sur le financement, la publicité, l'ANEP. Est-ce qu'on peut parler de récompense ou plus sanctionner le contenu? Comment vous voyez le financement des médias en Algérie, notamment en 2022? Est-ce qu'il faut changer de système? Alors, le monde de la presse, il est relié au monde politique. Donc, du moment qu'il n'y a pas d'ouverture politique, qu'il n'y a pas d'ouverture vis-à-vis de la presse, d'ouverture médiatique. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la période 89-92, qui est une période d'ouverture politique et de réforme politique menée par les réformateurs au sein du régime à la tête de M. Walid Hamrouch. Aujourd'hui, on n'est pas dans une phase d'ouverture, au contraire, on est dans une phase de fermeture politique imposée par les décideurs qui se sont vus en danger pendant l'Irak, qui sont en train de mettre les lignes rouges en sorte à ce que la revendication populaire politique ne revienne plus sur la table. Maintenant, j'entends le ministre de l'Information dire que l'Algérie est victime des attaques médiatiques de la part de pays étrangers. Oui. Ben, c'est pas parce que je suis dans une posture d'opposition à ce régime que j'ignore
ce qui se passe. Par exemple, je vais vous faire une petite critique. Excusez-moi, à vous, El-Magharbia, il y a 2 jours ou 3 jours, quand il y a eu le papier là, qui est sorti du sénateur américain qui avait écrit un courrier au département d'État américain signalant les accointances du régime algérien avec la Russie. Rubio, si je ne me trompe pas. On a tous, excusez-moi, c'est une critique, on peut se critiquer, on est des alliés. On a tous, et tout le monde a dit, ouais, l'Algérie va être lâchée par les États-Unis, le régime et tout. Mais on n'a pas cherché, et c'est ça notre problème à tous, hein, ce que disait Rama tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas cherché la profondeur de la chose. Premièrement, c'est qui ce sénateur? C'est quoi son poids? Et est-ce que c'est Monsieur Rubio, hein, si je me trompe pas, pour les téléspectateurs. C'est ça. Et est-ce qu'un courrier des sénateurs représente la politique internationale américaine? C'est qui a intérêt dans la région à ce que l'Algérie soit dans le collimateur américain ou dans le viseur de la politique étrangère américaine? Donc, en tant qu'Algérien, en tant que média, en tant que journaliste, en tant que politique, on doit faire très attention à ce genre de choses, parce que notre pays, et je ne parle pas des généraux, décideurs, ni du système politique, ni de la dictature en place, notre pays, comme d'autres pays dans le monde, sont sujets à des convoitises par rapport à des pays plus forts, plus sérieux, plus structurés, mieux organisés. C'est normal. Et pourquoi, et ce ministre le dit, pourquoi on est sujet à ce genre d'attaque? Parce que depuis l'ouverture politique de 89, on aurait continué dans la réforme du système et dans la liberté de la presse et dans la liberté de l'exercice politique, on aurait eu une presse mûre aujourd'hui, des titres de journaux qui auraient pu faire le tour du monde, des chaînes télé qui auraient pu avoir des téléspectateurs partout dans le monde. Il faut savoir que quand l'UNTV organisait des débats démocratiques contradictoires et très intéressants en 89-90, Al Jazeera n'existait pas. Qatar ne connaissait pas ce que c'était que le débat contradictoire. Oui, croyez-moi que... Donc, on était des précurseurs de l'ouverture politique et médiatique dans le monde arabe. C'est l'arrêt du processus électoral, c'est le coup d'État de 92 qui a freiné toute proportion d'émergence d'élites médiatiques et politiques sérieuses qui seraient aujourd'hui, qui auraient été aujourd'hui dans les premières lignes pour défendre les intérêts stratégiques de notre pays. Quand vous voyez des journalistes qui n'ont aucun niveau d'analyse, des journalistes qui ont un problème de maîtrise de la langue, des journalistes qui n'ont pas voyagé, qui ne connaissent pas le monde, qui ne savent pas comment le monde fonctionne et qui croient que l'Algérie est dans le centre des intérêts de toute l'humanité, ces journalistes-là ne peuvent pas contrecarrer, leur qualité ne peut pas contrecarrer toute propagande régionale ou internationale. Oui, l'Algérie fait l'objet de convoitises. Oui, l'Algérie aujourd'hui, elle est dans l'œil du cyclone international, malheureusement. J'aurais pas voulu qu'on en arrive là parce qu'on n'a pas les moyens sur le plan intérieur et extérieur. On n'a pas les moyens sur le plan économique et militaire pour jouer dans la cour des grands. Mais on aurait pu éviter cela en ayant des centres de recherche géopolitiques ou géostratégiques sérieux, en ayant une classe politique sérieuse, en ayant une classe des partis politiques qui auraient produit une élite politique qui serait capable aujourd'hui de réfléchir et de penser la politique étrangère. Merci. On n'a rien de cela, malheureusement. Merci Yahya Makhriba. Et croyez-nous que sur El-Magharbia, on aimerait voir d'autres chaînes comme nous qui donnent la parole à tout le monde en direct, en live, et donner la parole au peuple et puis débattre de tout et dire ce qui se passe. On aimerait vraiment avoir d'autres confrères. 2 dernières minutes avec vous, Anis El-Khama. Écoutez, je vous ai lancé sur le financement, mais vous pouvez réagir hein, bien sûr sur ce que vous le souhaitez. Il nous reste 2 petites minutes, mais on aura le plaisir prochainement d'y revenir, bien sûr. Oui, je veux juste tourner en dérision le fait qu'on nous traite d'ennemis, financés on est à la fois financés à les écouter, Yahya, moi-même, d'autres, par les États-Unis, Israël, le Maroc, les Émirats, peut-être l'Australie, le Kazakhstan, je ne sais pas. La liste est encore longue, à chaque fois ça change en plus. Pour juste finir sur une note un peu plus sérieuse que ces délires-là, tous les pays du monde, comme l'a dit Yahya, sont menacés. Tous les pays du monde sont menacés et les attaques
les attaques qui sont dans la sphère d'Internet et qui sont la sphère des réseaux sociaux existent. Je vous donne un exemple. Lors de la campagne aux États-Unis pour Donald Trump, il est avéré qu'il y a eu des hackers russes, en tout cas des Russes qui ont été, payés, qui ont été rémunérés pour pouvoir donner l'impression, et ça c'est tout un champ de la manipulation des masses, on n'a pas le temps d'en parler, ça mériterait une émission à elle seule, pour pouvoir manipuler l'opinion publique sur Twitter. Ces choses-là existent. Et alors, est-ce qu'on a arrêté tous les médias aux États-Unis? Est-ce qu'on a arrêté Twitter aux États-Unis? Est-ce qu'on a arrêté Facebook? Il y a une enquête qui est faite, il y a une commission qui a été créée pour pouvoir enquêter sur cela, pour que cela ne se répète pas. Mais on n'entrave pas le travail des gens, on ne bloque pas les comptes des personnes sur les réseaux sociaux, on ne les signale pas à coup de double électronique, à coup de bots. Merci. C'est ça la différence. Dans une réelle démocratie, on fait attention à ces attaques-là, parce que tous les pays sont attaqués, on n'immobilise pas un pays et un peuple. Et on termine avec ce message d'avenir et surtout aussi ces belles images qui sont diffusées à vos côtés, Anis El Khama, avec ce drapeau algérien et tout ce peuple. Voilà, merci la réalisation, merci l'équipe, ces belles images donc, qui existent encore dans les mémoires et qui continuent à exister et certainement on reverra tout ce peuple dans la rue puisque c'est ce qu'on ressent. Voilà, c'était le titre de l'émission. On voulait revenir sur cette presse, ces médias en Algérie. On parle d'information, parfois d'abrutissement. Merci et puis de liberté de la presse. Merci Yahya Mkhayouba d'avoir été avec nous et merci Anis El Khama. Le programme continue sur El Magharibiya. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Samir pour El Umq. Bonne soirée à tous.